le MAG a une spéciale aujourd'hui sur un Français qu'on aime beaucoup, un patron atypique, Frédéric Vasseur, donc qui sera notre invité dans les Pistonnés, et on élargira le spectre bien sûr avec un débat concernant la suite pour Frédéric Vasseur et savoir aussi également s'il mérite un top team. Ce sera le grand sommaire de cette émission. Hamza Rahmani, Brice Germain, nos deux belligérants qui étaient présents justement pour cette interview qui s'est déroulée au Castellet. Si vous pouvez déjà planter un petit peu le décor, les gars, de cette rencontre avec Frédéric Vasseur, nous raconter un petit peu les coulisses. Il nous a mis royal. On est arrivé chez Alpha, on devait faire l'entretien à un endroit donné dans le motorhome. Et puis t'as Vasseur. Nous, on avait tout préparé, on était assis sur les canapés. J'avais vu la caméra. Il y a Frédéric Vasseur qui sort de son bureau et fait venez, on va faire ça dans le bureau. On est parti dans son bureau. Un bureau mais il nous a vraiment bien accueillis, franchement top. L'accueil chez Alpha, top. Et avant l'ITV, après l'ITV, on a discuté avec lui, franchement. Ouais. Et le même que ce qu'on voit. Oui, c'est ça. Le même en vrai qu'à la télé, on va dire. Mais ouais, non, il était très agréable. On a vraiment pu beaucoup discuter. Et surtout, il a été dans l'échange et pas uniquement dans je fais ça, machin et tout. Il a été dans l'échange. Ça a été très agréable et on a pu se rafraîchir un petit peu dans le motorhome Alfa Romeo. Il faisait très, 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 très frais dans le bureau de Frédéric Vasseur. Ça va peut-être s'entendre d'ailleurs. Ça va se voir aussi. Il y a des plans d'illus sur vous deux et notamment ça souffle. Où t'es un petit peu rouge. Je tiens à le préciser d'ailleurs. Mais c'est vrai que toutes nos excuses, les amis. Il y a une clim qui marchait à fond pendant cette interview. On a essayé de travailler sur le son. On vous a sous-titré aussi également cette interview pour que les personnes qui ont des difficultés auditives puissent profiter de cette interview comme il se doit. Je propose tout de suite qu'on lance l'entretien justement avec Frédéric Vasseur, qu'on assiste à cette interview enregistrée, il faut le préciser aussi, du côté du Castellet il y a maintenant quelques semaines. C'est bon pour moi. Ouais, t'as besoin de faire un clap ? Ça rigole pas. Ça rigole pas du tout. Frédéric, bonjour, bienvenue dans les Pistonnés, merci de nous accueillir dans votre bureau. Première question sur Alfa Romeo, quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison ? On a fait plutôt en termes de performance des très bons résultats. Après on a eu trop de problèmes de fiabilité qui nous ont coûté pour l'instant la quatrième place. Bon voilà, on attaque la deuxième partie de saison aujourd'hui. On a quelques updates qui arrivent de perfo. Je pense qu'on est en train de prendre le dessus sur nos problèmes de fiable. Donc globalement c'est une très bonne saison. Quelles sont les ambitions d'Alfa Romeo à moyen long terme ? Quel est le but d'Alpha en Formule 1 ? Pourquoi êtes-vous en Formule 1 ? Je ne parlerai pas au nom d'Alfa Romeo, je parlerai au nom de l'équipe. Nous clairement on est dans un processus de reconstruction de l'équipe. J'ai joint l'équipe en 2017, on était dans une situation qui était un petit peu compliquée financièrement. Là on est en train de remonter un pool de partenaires, à commencer par Alfa Romeo qui nous soutient depuis le début. Et d'autres partenaires qui nous ont rejoints au fil de l'eau. L'objectif, c'est d'être capable aujourd'hui de se battre régulièrement, 4e, 5e, d'avoir les voitures en Q3, d'être dans le top 10, de marquer des points. Et pour Alfa Romeo, de les porter à un niveau de compétitivité qui soit crédible pour la marque, à l'image de la marque qui a été 2 fois championne du monde en F1, les 2 premiers titres. Donc c'est important pour nous de se repositionner en termes de perfo, sans parler d'aller gagner le championnat, mais au moins de revenir à une bagarre tous les week-ends aux avant-postes. Question aussi sur l'évolution de la Formule 1, les pilotes dits payants, c'est souvent un terme assez péjoratif. Est-ce que ce type d'arrivée en Formule 1 aujourd'hui est menacé par le cap budgétaire ? Est-ce que les écuries qui ont un budget limité ou qui sont en fond de grille, comme Williams, comme peut-être Alpha, comme Haas, seront moins dépendantes à ces pilotes avec l'arrivée du cap budgétaire ? Oui, forcément, si on retrouve une balance financière qui permet aux équipes d'être beaucoup plus stables, on n'aura plus d'équipes dépendantes de pilotes comme on a pu avoir dans le passé. Côté prize fund augmente fortement parce que la F1 a un gros boom que ce soit de spectateurs sur les courses ou d'audience partout. Et nos coûts ont plutôt tendance à baisser ou du moins à être plafonnés. Donc c'est sûr qu'on va se retrouver dans une situation financière plutôt stable. Et donc ne pas être dépendant de pilotes qui ramèneraient des budgets. Justement, sur le thème des pilotes, j'aimerais aborder ce thème. Est-ce que vous pouvez nous détailler le processus de recrutement d'un pilote, de sélection même d'un pilote ? Comment vous décidez sur tel ou tel pilote ?
ça se remplit par le haut. En gros, parce qu'on est dans un tout petit marché avec il y a peut-être 25 pilotes dans le monde qui ont le profil pour faire de la F1, il y a 20 places. Donc on ne parle pas d'un marché mondial avec des milliers de protagonistes. Surtout que d'une année sur l'autre, il y en a peut-être qu'un tiers qui se renouvelle. Donc on parle de 7-8 pilotes disponibles pour 5-6 places. Et très souvent, ça se remplit par le haut. C'est sûr que les 8 pilotes dispo ou potentiellement dispo vont tous chasser la place chez Mercedes, puis après chez Red Bull, puis après chez Ferrari. Donc ça se remplit comme ça un peu par le haut. Puis après, nous, des fois, on a le choix entre 2-3 pilotes et on essaye de trouver quel sera le meilleur profil pour l'équipe. Et c'est quoi le meilleur profil pour l'équipe ? C'est de prendre en compte pas uniquement la perfo pure, c'est sûr que c'est un critère numéro 1, mais de voir le profil d'expérience par rapport à où on en est dans le développement de la voiture et qui est le partenaire, le teammate. C'est sûr qu'une année comme nous, avec Valtteri, qui est archi expérimenté en F1, on peut se permettre de prendre un rookie. Si on a déjà signé Théo Pourchaire, on va plus être réticent à prendre un rookie à côté. Donc le profil de l'équipier intervient. Les bagages de l'équipier, après moi je fais attention aussi au côté psychologique, de voir s'il y aura un bon fit entre les deux, entre eux et nous, parce que les saisons sont longues. Et si on part en se disant que lui je le sens pas très bien psychologiquement, ça va être très très long. Donc je fais attention à ça. Et puis après, parce que c'est le sens de votre question tout le moins caché, là, il y a la partie commerciale, parce qu'on a des partenaires. On a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires qui ne nous imposent pas de pilote. C'est-à-dire qu'Alfa Romeo nous a jamais dit il faut prendre celui-là ou pas celui-là, ou je veux un Belge et pas un Suisse, ou je veux un Suisse et pas un... Voilà. Donc ça c'est bien. Et après c'est sûr que nous, si on a des pilotes qui ont des profils qui nous permettent de trouver plus d'argent, ce sera forcément un plus à la performance. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle toujours de performance de l'équipe in fine, et que quelqu'un qui va nous permettre d'augmenter le budget avec un partenaire, ça sera du développement en plus, ça sera aussi sur les deux voitures, donc une meilleure performance globale. J'aimerais revenir sur un thème que vous évoquiez, l'aspect psychologique. Un pilote qui n'est pas chez Alfa Romeo, comment vous pouvez déceler si oui ou non il va s'intégrer correctement ? Parce que je les connais tous. Parce qu'on a l'avantage ou l'inconvénient de passer 25 semaines ensemble par an depuis 15 ans. Je passe plus de temps avec mes pilotes et les autres pilotes qu'avec ma femme. Donc oui, au bout d'un certain temps, on se connaît, on sait comment ils réagissent, on sait comment ils réagissent dans les bons moments, ça c'est assez facile, mais surtout dans les mauvais moments, on voit un peu l'attitude qu'ils ont. J'ai l'avantage maintenant, de par mon âge, d'en avoir eu pas mal dans les séries juniors, comme Valtteri, que a roulé chez moi 2008, 9, 10 je crois. Donc forcément c'est quelqu'un que je connais bien, que j'ai vu à ce moment-là de sa carrière et que j'ai suivi, donc je vois comment il se comporte avec les gens, avec son équipe, ce qu'il a fait chez Mercedes. Voilà, c'est un peu cette connaissance des gens qui fait qu'on arrive à se projeter et à se dire tiens, cette équipe-là, ces deux pilotes-là ensemble, ça va bien fitter ou pas. Juste avant de revenir sur Valtteri Bottas et sur cet aspect aussi que vous avez connu avec les jeunes pilotes, Théo Pourchaire, quand on voit aujourd'hui les performances de Zhou Guanyu, qu'est-ce que vous vous dites sur Théo Pourchaire ? Est-ce qu'il est vraiment assuré d'avoir une place en Formule 1 la saison prochaine s'il est champion de Formule 2 ? Alors, je pense que d'être champion, c'est un peu une condition sine qua non, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut être champion il y a plein de champions F2 qui n'ont pas fait de F1. Je pense que la forme de la saison, la façon dont ça se passe, par exemple dans l'analyse, je tiens compte qu'il a quand même cassé 2 moteurs sur les 2 premières courses. Ça n'aide pas. Puis après, il y aura la capacité à faire des pôles, à bien gérer des situations de stress. Voilà. On a le temps aujourd'hui de voir comment ça se passe. Il a 5 courses dans les 7-8 semaines qui viennent, là, je pense que ça sera... Il faudra une décision après ça. Une décision après Monza. Décision temps. Sur votre aspect de la formation, la Masia de la Formule 1, si vous avez la référence footballistique, Lewis Hamilton, Nico Rosberg notamment, Grosjean, Di Resta, c'est quoi l'ingrédient magique de Frédéric Vasseur ? Il n'y a pas d'ingrédient magique.
S'il y avait un secret, déjà je ne le donnerais pas. Non, mais je pense qu'on a... Je dis on parce que c'était le succès d'équipe, de la SM ou de la RT dans le passé. Je pense qu'on a toujours réussi à attirer les meilleurs pilotes et à garder une spirale positive de résultats. Je pense que c'est tous des cas différents et des cas particuliers et on ne peut pas tirer de généralité de 5-6 pilotes. C'est 5 individus complètement différents. On ne peut pas comparer un Hamilton et un Grosjean et pourtant Romain aurait pu avoir une très belle carrière aussi. Donc, je les rencontre à des étages aussi différents de leur carrière. On en a eu... Charles, par exemple, il a roulé en kart chez RT, et puis on l'a eu en GP3, on l'a eu puis je l'ai eu en F1, donc on l'a vu évoluer. Je pense que c'est aussi pour moi très important dans ma position de team principal en F1 de bien connaître les pilotes et de les connaître depuis très longtemps. Avec un Charles, avec un Valtteri, on a une relation archi directe où on n'a pas besoin de tourner autour du pot, ou des fois, juste quand on se regarde, on a compris ce que pensait l'autre. Surtout compris ce que je pensais. et ça, je pense que dans la vie d'une équipe, c'est hyper important. J'ai une question sur Valtteri Bottas. Donc vous l'avez connu effectivement par le passé en catégorie de jeunes. Est-ce qu'à l'époque, puisque vous l'avez récupéré aujourd'hui en F1, déjà quelle image vous aviez de lui? Et est-ce qu'à l'époque, vous disiez, ok, celui-là, il va faire une belle carrière en Formule 1. Et quelle image avez-vous de lui aujourd'hui? Est-ce qu'il a fait la carrière qu'il aurait dû avoir selon vous il y a 10 ans? Non, mais... Oui, il y a deux sens à la question. C'est est-ce qu'il peut regretter de ne pas avoir eu une année sans Lewis ou quelque chose comme ça? Il a été, je ne sais pas combien de fois, vice-champion du monde. Il doit avoir le 4e ou 5e palmarès sur la grille aujourd'hui en nombre de victoires et tout ça. Si on lui avait dit ça il y a 15 ans, il aurait signé. Après, peut-être que dans sa tête, il se dit bah ouais, mais j'ai pas eu de bol parce que je suis tombé 7 ans chez Mercedes, 7 ans avec Lewis. Ce qui est vrai, c'est pas de bol, c'est un peu comme celui qui va chez Red Bull aujourd'hui. Dommage. Mais bon, en même temps, des fois, il vaut mieux être deuxième chez Mercedes que premier ailleurs. Et tous les pilotes que vous avez eus, des jeunes jusqu'à aujourd'hui de la Formule 1, sur quel pilote vous nourrissez aujourd'hui le plus de regrets? Ça, je n'aimerais jamais un nom parce que je pense que le gars, il va mal le vivre. Mais il y en a déjà? Ouais, moi je pense qu'un Romain, typiquement, il avait un talent naturel impressionnant. Il n'a pas forcément eu ni l'image, ni les résultats qu'il aurait pu avoir. Après, j'en ai un autre, c'est Hülkenberg. Pensez au même. Parce que Nico, pour moi, je suis persuadé que c'était très 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 bien. Nous, on l'a récupéré, il était au bout de sa vie là, après une saison F3 pourrie, il ne faisait rien. Il a commencé les 4-5 premières courses F3 en 2006, un truc comme ça. C'était très très dur, et il s'est remis en cause tout seul, et après il nous a fait 18 mois fabuleux en F3. Après il nous a fait gagner la saison F2 la première année. Moi j'étais persuadé qu'à ce moment-là, ça allait être la star. Après, je pense que ce qui l'a desservi, c'est que c'est quelqu'un qui, contrairement à l'image qu'il donne, est assez timide. Et les gens dans le paddock ont très souvent pris sa timidité pour de l'arrogance. C'est pas goupillé, comme ça laisse goupiller. Je pense que lui, ça aurait pu faire. De l'extérieur, vous dégagez une image aimable, quelqu'un de souriant, respecté, on aurait envie de sortir. Et on ne connaît pas vraiment, nous en tout cas de l'extérieur, le Frédéric Vasseur de l'intérieur. Comment we are speaking about you. Next question is how is the boss? It's about his career and how he came to. No. His character, his temper. Yeah, asking me is I'm fucking asshole. It's very generous. Est-ce que Frédéric Vasseur est
complètement à l'opposé de l'image qu'il renvoie en interne, notamment dans la gestion des pilotes, la gestion d'une saison, comment ça se passe? Ou ça reste vraiment le papa? Déjà, c'est pas moi de porter ce genre de jugement. 2, je pense que j'arrive à faire la différence entre les relations qu'on peut avoir amicales ou avec les pilotes, ou même avec les gens de l'équipe, ou avec mes concurrents, et quand on revient à une partie plus professionnelle, d'être dur, mais c'est mon métier aussi des fois de prendre des décisions qui peuvent paraître dures. Comme je dis à un pilote, on arrête parce que ça va pas, on arrête, voilà. Donc, cette décision-là, elle est dure. Mais j'essaye de faire malgré tout ça dans des relations cordiales. Une autre question, le rapprochement que l'on a eu ces dernières années Ferrari-Alpha, Giovinazzi, Leclerc, Raikkonen, on a les pilotes. Est-ce qu'un jour, on aura aussi cette passerelle pour le team manager? Est-ce qu'un jour, Frédéric Vasseur, il a peut-être l'ambition? C'est absolument pas d'actualité. J'ai passé ma vie à construire des projets, que ce soit ASM, ART, Spark. Quand je suis revenu ici, quand il y a une situation un petit peu compliquée, je suis beaucoup plus dans cet état d'esprit qu'autre chose. Et je pense que je m'accomplis plus aujourd'hui dans faire ce que je fais là. C'est quoi votre plus grande fierté en sport automobile? Je me suis jamais posé la question. Il était là pour ça. Non, mais je pense. Forcément, il y a une partie. Quand je regarde en arrière, je suis assez content. Je sais pas si c'est le mot content. De me dire qu'il y a 30 ans, on a lancé ASM, on dormait dans le camion. Et que je pensais pas du tout à la F1 à cette époque-là. Je me dis que quelque part, ça, c'est une forme de réussite. 2 dernières questions, en un mot, en une phrase. Si je vous dis Kimi Raikkonen. Voilà, le mot qu'on vient. C'était en un mot. Hein. Et le dernier, Charles Leclerc. Super. Champion du monde. Je lui souhaite, il le mérite. Après, on sait que c'est pas aussi simple que ça, mais je le souhaite de tout cœur. Frédéric Vasseur, merci beaucoup de nous avoir Merci. dans votre bureau. Voilà l'entretien exceptionnel, bien sûr. Frédéric Vasseur avec les pistonnets enregistrés du côté du Castellet. Vous avez sans doute reconnu ses onomatopées, son rire et ses réactions spontanées. Pierrot Despiello était de la partie. Il nous a offert aussi quelques images d'illustres. C'est l'occasion de le remercier. Il l'avait fait aussi, bien sûr, pour Latifi. On voulait, bien sûr, passer un petit mot. Et merci aussi également à Alfa Romeo. Parce que oui, des écuries qui invitent les pistonnets à répondre, à poser des questions et surtout à répondre à nos questions, ça existe. On n'est pas si méchants finalement. Mais non, ça se passe très très bien en toute bienveillance. Allez, on lance tout de suite le débat justement. On poursuit la discussion autour de Frédéric Vasseur avec une grande question qu'on va poser tout de suite. Est-ce que Frédéric Vasseur mériterait de diriger un top team? Voilà la question qu'on a décidé de poser aujourd'hui. Est-ce qu'il mérite même mieux qu'Alfa Romeo? C'est la question qui est inscrite en bas de votre écran. Tirons le bilan déjà pour commencer les gars du passage de Frédéric Vasseur chez Sauber. Lui qui est arrivé dans l'écurie suisse à l'été 2017, arrivé en plein marasme économique, en plein imbroglio autour du moteur, parce que rappelez-vous que Sauber avait signé un partenariat avec Honda à l'époque. Frédéric Vasseur arrive, coupe justement ce contrat avec Honda, renouvelle avec Ferrari, puisque en 2017, Sauber avait des moteurs Ferrari, mais qui dataient d'un an, enfin qui était vieux d'un an entre guillemets. Bref, à cette époque-là, Sauber marque 5 points. 2018, arrivée du naming Alfa Romeo. Arrivée aussi également de Charles Leclerc, qui sera la révélation de cette saison-là, 48 points. 2019, le retour du chouchou de Brice, Kimi Raikkonen, et une progression encore une fois en termes de points, 57. 2020, la crise Covid, une voiture en difficulté, une chute aussi également au classement des constructeurs. 2021, Kimi Raikkonen à l'agonie, Giovinazzi qui s'enlise, une voiture qui est peu performante, mais un petit regain. Et puis 2022, ce nouveau cap franchi, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Au-delà de l'aspect comptable, on a l'impression que la révolution technologique et technique a été bien négociée du côté de chez Alfa Romeo, bien aidée peut-être par les caps budgétaires. Il en a parlé justement Frédéric Vasseur dans cette interview. Aujourd'hui, Alfa Romeo est la 5e
à la 5e place au constructeur? Est-ce que c'est la 5e force du plateau? Là, je vous laisserai répondre. Le recrutement de Bottas, qui est quand même assez important, il en a parlé encore une fois dans l'interview, de nouveaux moyens financiers avec Joe, et puis une énergie plus positive en interne, c'est ce qu'il a déclaré dans cet entretien. Comment vous marquez ce bilan-là qu'on vient justement de voir d'un point de vue comptable? Quelle est votre impression sur la patte Frédéric Vasseur au sein de Sauber, de Alfa Romeo? Bon, ça va aller vite sportivement. Lorsqu'il arrive, Alfa Romeo est 10e et lanterne rouge du championnat constructeur. Aujourd'hui, ils sont 6e. À l'époque, ils avaient un line-up composé de c'était qui? Ericsson et Nasser, je crois. Tout à fait. En 2000 ou Verlaine? Non, je sais plus. 2017, je crois que c'est Verlaine. Verlaine, Ericsson. Et tu te retrouves aujourd'hui avec... tu as eu un champion du monde, Kimi Raikkonen. Et aujourd'hui, tu as Valtteri Bottas qui arrive de la meilleure écurie de l'ère hybride. Est-ce qu'il n'est pas rien? Oui, il le dit dans l'interview. Quand il dit, tu sais, il y a 20 places, en Formule 1, il y a 25 postulants, et généralement, ils veulent tous Ferrari, Red Bull et Mercedes, et ensuite, toi, tu récupères les miettes. Récupérer Valtteri Bottas comme miettes, c'est plutôt pas mal. C'est là que l'homme est important. C'est là que... Je parle pas même des compétences qu'il a dans ce poste-là, je parle de l'homme. Aujourd'hui, faire venir Valtteri Bottas, c'est plus simple quand tu l'as fait rouler en F3 en 2010. Et quand tu l'as couvé et que tu as mis en place des choses pour que lui atteigne un certain niveau dans sa carrière. Quand c'est quelqu'un que tu peux considérer peut-être comme ton papa dans le sport automobile qui t'appelle en te disant « Écoute, tu n'auras pas ton baquet Mercedes l'année prochaine, mais viens avec moi, on va faire des choses ensemble, on va construire ensemble ». C'est quand même plus simple d'avoir l'oreille tendue sur un projet quand c'est quelqu'un comme ça qui te parle. Et je pense que c'est la même chose avec Raikkonen puisque c'est Sauber et que du coup ils ont fait jouer cette patte Sauber à mon avis pour faire revenir Raikkonen. Faire revenir Raikkonen dans une écurie qui ne va pas jouer quoi que ce soit, fallait quand même le faire aussi. Donc je pense qu'ils ont quand même avec Frédéric Vasseur quelqu'un qui connaît tellement les pilotes, qui connaît tellement leur sensibilité que lui est capable de faire venir n'importe quel pilote, en tout cas n'importe quel talent dans une situation donnée en difficulté par rapport à sa carrière ou quoi. Lui a ce potentiel-là et du coup c'est très important je pense pour le développement d'Alfa Romeo, ne serait-ce que sur la mise au point des monoplaces. On sait qu'ils n'ont pas un budget extensible à souhait. Au moins avoir ça en interne, c'est une carte que lui peut jouer et qui joue à merveille. Non mais en termes de line-up, c'est simple. Avant son arrivée, c'est Ericsson, Nasser. Ensuite, il ramène Leclerc, qui est le crack générationnel. Il ramène Kimi Raikkonen et aujourd'hui il ramène Valtteri Bottas en lui offrant le premier contrat pluriannuel de sa carrière, c'est vrai. Ce qui n'est pas rien. Donc ça pose aussi les fondations, les bases et le personnage autour de la structure Sauber. Clairement, tu lui donnes les clés du projet à Valtteri Bottas dans l'aspect pilotage et l'aspect développement. Moi, je trouve qu'il est en train de réussir quelque chose de fort en termes de construction de line-up. Et puis après, il faut aussi parler de l'évolution de la structure et de l'usine, notamment à Inwil. Depuis 2009, il y a eu peu d'évolution. À l'époque, c'était BMW, le départ de BM, mais il y a eu peu d'évolution depuis le départ. Et depuis 2017 ou 2018, en tout cas quasiment depuis son arrivée, il y a une restructuration. Ils sont en train de moderniser la structure et l'usine. Il y a eu la construction d'un nouveau simulateur, logiciel de soufflerie aussi amélioré. Enfin, ils sont en train de construire des bases saines, des fondations saines pour permettre ensuite d'avoir une progression linéaire et constante sur justement ces fondations saines. Et puis ils sont un petit peu revenus grâce au fait d'avoir Frédéric Vasseur à leur âme d'origine. Sauber, c'est quand même la seule écurie du fond de grille qui a une académie. C'est une écurie qui se base sur la jeunesse. On se souvient dans les années 2000 que c'est eux qui sortent Raikkonen, c'est eux qui sortent Massa, c'est eux qui sortent Kubica avec BMW Sauber, c'est eux qui sortent Vettel. Il y a quand même un passif là-dessus sur le fait d'aller chercher des jeunes et Peter Sauber est très sensible à ça. C'est vraiment l'homme qui va chercher des pilotes. Avec Fred Vasseur, il a quand même au sein de son exécutif quelqu'un qui a la même fibre que lui là-dessus. Et sortir Leclerc, c'est une immense marque Sauber en fait. Donc aujourd'hui, ils ont eu besoin de Joe par rapport à l'apport financier qui n'est pas suffisant d'Alfa Romeo, mais en soi, il y avait Théo Pourchaire dans l'académie, il y a toujours Théo Pourchaire dans l'académie, et il y a ce but justement d'avoir quelqu'un qui met au point pour permettre à un pilote d'éclore à côté. C'est pas le cas cette saison avec Joe, mais c'est l'idée. Et le mariage pour moi de cette philosophie Sauber et de celle de Frédéric Vasseur, qui est quand même l'homme qui a sorti Lewis Hamilton, Nico Rosberg et une vingtaine de pilotes très talentueux. Nico Hülkenberg, Paul Di Resta, Jules Bianchi aussi. Oui, tout à fait, donc
mine de rien, ce mariage-là est d'une logique implacable et dans le sens de l'histoire tel que le désire Peter Sauber, sachant que Peter Sauber perd de l'influence avec la présence d'Alfa Romeo. Donc là, en fait, au moins, la patte originelle est respectée et pousse dans le sens de Sauber. Moi, ce qui est intéressant, rapidement pour conclure, c'est qu'il y a aussi cette habitude de la gestion des petits budgets par rapport, je parle évidemment par rapport à Mercedes, par rapport à Ferrari, par rapport à Red Bull. Et effectivement, l'arrivée du plafond budgétaire, ça peut permettre à terme, 2, 3, 4 ans, on ne sait pas encore vraiment, mais d'avoir une Sauber, puisqu'Alfa Romeo partira en 2020, fin 2023, mais d'avoir Sauber performant et qui reviendrait, pourquoi pas, à la lutte. Et c'est l'ambition, c'est ce que nous disait Frédéric Vasseur en entretien, d'avoir une régularité dans les top 10, une régularité dans les qualifications avec les 2 voitures en Q3, et à terme, pourquoi pas se battre pour déjà la 4e, 5e place avec Alpine McLaren. Et plus loin, aller et ils savent faire, hein. Il y a un savoir-faire quand même chez Sauber. On se rappelle, en 2012, la Sauber est excellente avec Sergio Pérez à son volant. On se souvient d'un Grand Prix de Malaisie, une lutte entre Pérez et Alonso absolument incroyable. Ils savent faire, simplement. Ils n'ont pas forcément les moyens tout le temps de le faire. Et Fred Vasseur, c'est un pragmatique. Il sait qu'il ne peut pas jouer avec les moyens qu'il a à l'heure actuelle certaines choses. Très bien, on va faire autrement. Ils l'ont pris en fin d'ère, en 2017, pour finir une ère. Maintenant qu'il est là depuis 5 ans et qu'il a une nouvelle ère à sa disposition, il a pu mettre dans ces 5 ans, ce qu'elle n'a pas pu faire Monica Kaltenborn à l'époque, tous les moyens possibles pour dire ok, on va allouer ça à ça, on va faire ça comme ça, les pilotes je gère parce que je les connais, et au final c'est assez sain ce qui se passe chez Alfa Romeo, pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de développement que c'est raté. Mais attends, on insiste beaucoup, c'est vrai. Bien, historiquement, Sauber n'a pas été l'écurie qui a eu le plus de moyens, qui a réussi à nouer des partenariats par le passé pour justement trouver de la performance. Mais moi, ce que je trouve qui transpire dans cette interview, il le dit d'ailleurs au début, c'est toute la structuration, comment ils sont allés chercher de nouveaux moyens. N'oublions jamais que Alfa Romeo, par exemple, cette année, s'approche du cap budgétaire, ce qui était complètement impossible il y a encore quelques années. L'arrivée d'Alfa Romeo, il n'y est pas non plus étranger. L'arrivée de nouveaux partenaires, elle est géniale cette photo. Enfin, si tu veux, moi, il y a quand même un truc. Je trouve qu'on minore peut-être un peu parce que il a cette bonhomie, Frédéric Vasseur, parce qu'il a ce côté un petit peu atypique. C'est toute la partie business, comment il a réussi à la gérer, parce que c'est un renard rusé. C'est une personnalité, on va le voir tout à l'heure, très importante quand même dans le paddock, et c'est quelqu'un qui a trouver des nouveaux levées financiers aussi également pour Sauber. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pas minorer. Surtout que ça a toujours été une écurie qui était en difficulté financière. Ouais, complètement. Il n'y a pas de gros groupe. Lorsqu'elle avait plus de partenariat. Sauber, il n'y a pas de gros groupe derrière. C'est comme Williams. Après, ils ont eu Red Bull à un moment donné, ils ont eu Petronas qui a été mais qui sont tous partis dans les années 90, mais à chaque fois, les histoires en effet se sont terminées. Ça a même été l'écurie bis de Ferrari en 97, je crois, si je dis pas de bêtises, où tu sais, ils avaient récupéré le châssis de l'année précédente. Enfin, vous nous dites dans les commentaires, bien sûr, pour nous préciser tout ça. Justement, ça interroge les gars sur qui est vraiment Frédéric Vasseur, et cette question, est-ce que c'est un big boss qui pourrait justement être à la tête d'un top team, qui pourrait avoir le charisme, la politique aussi également qui incombe à tout ça, ou est-ce que c'est avant tout le boss des formateurs? On a vu, et on en a parlé encore une fois dans cet entretien, le côté révélateur de talent à travers les aventures ASM et Art, la Masia des talents F1. J'ai repris bien évidemment ton expression, Hamza. Son management aussi également avec les pilotes, il a été beaucoup question de la psychologie des pilotes, et moi je trouve que c'est des paroles qui sont assez rares, celles qu'on a entendues de la part de Frédéric Vasseur, qui a l'air vraiment d'être, ça peut paraître bateau, mais dans l'amour en tout cas pour ses pilotes. Et puis la question, peut-il diriger un top team? Parce qu'il y a eu cette aventure avortée chez Renault en 2017 après le retour du constructeur français en 2016 en Formule 1, cette brouille avec Cyril Abitboul, et c'est lui qui avait été sacrifié. La rumeur Ferrari aussi également en 2019, des rapports, on le dit, privilégiés dans le paddock où il est ami avec tout le monde, mais il n'hésite pas non plus à aller au front et à la guerre. Une personnalité peut-être, et c'est une question que j'ai envie de vous poser, trop atypique pour un grand groupe par exemple comme Mercedes ou d'autres grands constructeurs. Et on rappellera qu'il dispose quand même et jouit d'une certaine autonomie au sein d'Alfa Romeo. Il nous l'a rappelé dans l'entretien. Il choisit par exemple ses pilotes, il ne se les laisse pas imposer. C'est qui ce Frédéric Vasseur? Est-ce que c'est un big boss? Est-ce que c'est uniquement, ce qui est déjà quand même extraordinaire, un incroyable formateur? Pour le moment, on ne sait pas. C'est ça le problème. On l'a jamais vu avec les moyens, la performance et le line-up qui lui permettrait de gérer quelque chose de très gros. Ce qu'on sait, et je vais faire le malin, c'est le big boss des formateurs.
Pour le moment, on sait ce qu'on sait. Donc, maintenant, il faut savoir quelle qualité ça lui offre. Ça lui offre le fait d'effectivement d'être dans la psychologie permanente. On va faire un parallèle avec Carlo Ancelotti dans le foot. C'est un mec qui connaît parfaitement les gens avec qui il travaille. Donc, il sait qui est défaillant, qui ne l'est pas. Ça pourrait servir à certaines écuries de savoir qui est défaillant et qui ne l'est pas. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations. C'est-à-dire que quid de la performance d'Alfa Romeo si Fred Vasseur n'était pas là? Quid de la performance de Ferrari si Fred Vasseur était là? On ne sait pas parce que c'est des gestions différentes. Et on ne peut pas appliquer le talent d'un homme quelque part avec tout le contexte qu'il y a. Il y a quand même des centaines de personnes qui bossent autour. Il y a des considérations qu'on ne peut pas connaître, financières, de partenariat, d'obligations vis-à-vis des structures qui sont membres d'un projet, qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir. Maintenant, si personne lui donne sa chance, ou que si lui ne veut pas y aller, on n'aura jamais plus d'informations. Et de ce qu'on a cru comprendre, alors après, c'est sa parole contre sa réelle pensée, mais lui, sa vie, c'est de construire des projets, c'est pas d'en reprendre en cours. Et pour le moment, ses expériences professionnelles ont toujours montré que c'était ça. ART, c'est lui, c'est-à-dire que c'est pas, il a été patron d'ART. Il a fondé ART, ASM et ART. Avec Nicolas Todd à l'époque, je crois. Voilà. Et, en 2011, il a quand même ce projet de faire entrer ART en F1. C'est-à-dire et c'est de la construction encore, ça. C'est-à-dire que c'est pas un homme qui manque d'ambition, mais si c'est un homme qui aime construire et qui n'aime pas reprendre, effectivement, peut-être qu'on n'aura jamais cette réponse-là, et peut-être que justement, on sera toujours dans le quid de. Mais est-ce qu'on a besoin de voir Fred Vasseur plus haut, en sachant que lui, ce qu'il fait dans ses projets qu'il construit, c'est toujours réussi? On aimerait, l'histoire serait belle, et quelque part, ce serait quelque chose de méritoire de voir ça. Mais c'est même pas dit qu'il soit bon là-dedans. C'est même pas dit qu'il soit bon en arrivant pour gérer des égos, pour gérer des énormes sous, pour gérer des batailles politiques qui seraient peut-être beaucoup plus puissantes que ce qu'il a fait. Comme il y a eu chez Renault, par exemple. Mais peut-être qu'il a appris de cette Et l'autonomie qu'il a là, aucun, je pense, top team ne lui donnerait au recrutement. Peut-être au bout de 4-5 ans de performance, comme Toto Wolff maintenant avec Mercedes, ou Horner avec Red Bull. Mais c'est trop pour moi de la projection dans du rêve franco-français, de se dire que Fred Vasseur, aujourd'hui, tu le mets à la tête de Ferrari est champion du monde. On peut pas penser ça. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que tout ce qu'il entreprend, quasiment tout en tout cas, est une réussite. On en parlera tout à l'heure, mais peut-être qu'on aura la réponse dans quelques années, lorsque Audi arrivera. On verra le choix à ce moment-là, Frédéric Vasseur. Je sais que c'est la 3e partie, mais pour rester sur la thématique du Big Boss ou formateur, en tout cas à la formation, comme tu le disais tout à l'heure, il nous a prouvé par A plus B que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il a l'œil, il a la psychologie, il sait gérer les pilotes, il sait gérer les jeunes pilotes, il sait gérer aussi, on imagine, l'entourage qui va avec. C'est vrai qu'il faudrait compter le nombre de pilotes sur ces 10 dernières années qui sont passés par la structure, entre guillemets, Frédéric Vasseur. Mais c'est absolument impressionnant. Et puis moi, je me dis surtout que l'histoire avec Alpha, en l'occurrence, ça va se conclure dans quelques mois, mais l'histoire avec Sauber n'est absolument pas terminée, dans le sens où c'est une écurie, je le disais tout à l'heure, qui a construit ses fondations saines. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de voir jusqu'où elle peut aller, avec ses moyens limités, mais avec ce plafond budgétaire, jusqu'où Sauber, avec Frédéric Vasseur, est capable d'aller. Je pense qu'on pourrait avoir une belle surprise. Si demain, tu amènes un line-up avec 2 pilotes ultra performants, ultra compétitifs. On rappelle par exemple que sur cette saison, Alpha, c'est l'équipe, je crois, qui a connu le plus d'abandons. Ouais. Je crois que c'est 9 abandons depuis le début de saison, aucune écurie. Et tu parles pas des essais libres, des problèmes en essais libres. Oui, c'est vrai que là, je parle qu'en course, effectivement, pas en essais libres. Mais aujourd'hui, effectivement, tu te retrouves dans une situation où la fiabilité coûte peut-être à Alpha la possibilité de se battre, au moins avec McLaren peut-être. J'ai envie de voir ce que ça peut donner le jour où ils auront la performance, le jour où ils auront la fiabilité. Moi, je pense qu'ils peuvent avoir les deux assez rapidement. Et le jour où ils auront à côté de Valtteri Bottas un excellent pilote capable, type le line-up Alpine, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Là, je pense que ça peut être une belle réussite. Quand on écoute quand même l'interview, on se dit que c'est un sacré miracle de voir Alfa Romeo aussi compétitif cette saison. Ils ont déjà dépassé leur meilleur total de points par rapport aux saisons précédentes depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur. Vous avez parlé des moyens limités. C'est très bien, tu faisais écho, Hamza, puisque la question est: Frédéric Vasseur mérite-t-il mieux qu'Alfa Romeo? Est-ce qu'il mérite notamment un top team? Tu as parlé de l'arrivée notamment de Audi, le partenariat Audi-Sauber pour
2026. Est-ce qu'on peut imaginer, les gars, que Frédéric Vasseur puisse être dans l'organigramme de cette écurie, puisque comme on le voit derrière moi, Frédéric Vasseur est sous contrat avec Sauber. Sauber fait du naming avec Alfa Romeo. C'est-à-dire qu'un départ d'Alfa Romeo, du naming Alfa Romeo, ne coïnciderait pas forcément avec un départ de Frédéric Vasseur. On a parlé de son expérience. Il y a un véritable projet de bâtisseur, mine de rien, avec Audi, même si c'est un grand constructeur qui a déjà des idées, notamment sur l'architecture du moteur. Il leur faudra quelqu'un pour gérer les pilotes et gérer aussi la construction du châssis à l'usine. Frédéric Vasseur, chez Audi, c'est dans très longtemps, mais est-ce qu'on peut y croire ? Audi a toujours été une marque en sport automobile qui a fait preuve de pragmatisme dans la manière de gérer les choses et toujours dans l'innovation de la manière de fonctionner. Il y a deux écoles. Il y a je rachète, je me pointe, j'ai tout ce qu'il faut, et ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Ils ont la connaissance du sport automobile et largement. Ils arrivent un petit peu avec l'image de Mercedes hein, quand même. Hein. Je pose les... Et la méthode aussi, quasiment. Voilà. Donc maintenant, je pense que s'il y a bien une marque, dans ce qu'elle a prouvé en sport auto, qui est capable de faire la part des choses entre j'arrive, je prends tout, je fais all-in sur ce que je suis, et il y a quand même un mec qui fait du bon boulot déjà, qui est sur place, et avec qui, pas forcément ce poste-là, on pourrait travailler. Peut-être prendre, je sais pas, un poste typé Helmut Marko chez Audi. Alors, je pense que Audi ferait une erreur d'ignorer Frédéric Vasseur et ce qu'il fait, en sachant que Frédéric Vasseur fait ce qu'il fait avec ce qu'il a. Audi, ils vont arriver avec des sacs d'or du groupe Volkswagen. Des brouettes de lingots. Ah mais c'est le groupe Volkswagen, ça manque pas de pognon. Hein. Ils vont arriver avec tout sur la table. Et les personnes compétentes aussi, mais les personnes qui n'ont pas l'expérience de ce milieu-là, de ces 150 mètres de paddock, qui sont primordiaux à comprendre si on veut performer. Et je pense que lui a une carte à jouer. Il ne doit pas, au vu de sa personnalité, trop renier sur sa liberté, son autonomie, parce qu'on l'avait vu avec Renault, ça n'avait pas marché en 2016. Il faut que Frédéric Vasseur se fasse comprendre par Audi, qu'Audi se fasse comprendre par Frédéric Vasseur, et que si les deux comprennent que leur envie n'est pas réciproque, très bien, pas besoin. Mais connaissant le pragmatisme des deux côtés, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et ce serait dommage, au moins, qu'ils n'en discutent pas, et je pense que Vasseur a toute sa place dans ce projet-là. Ça lui ressemble. Je pense qu'on verra, et Audi aussi jugera la progression en fait, sur les 24 prochains mois, peut-être, les 36 prochains mois, voir où en est Sauber à ce moment-là, voir où en sera Frédéric Vasseur, ce qu'il a apporté à cette écurie. Et encore une fois, et je le pense sincèrement, je vois pas ce qui pourrait mal aller en fait, chez Sauber sur ces 2-3 prochaines années, parce qu'à partir du moment où les fondations sont construites, derrière, j'ai limite envie de dire tu déroules. En tout cas, le plus dur a été fait, et a été fait par Frédéric Vasseur notamment. Moi, alors encore une fois, on en revient à ce que disait Brice et ce que disait aussi Frédéric Vasseur en ITV. Est-ce qu'il aura envie d'être à la tête d'une grande structure telle que Audi en Formule 1 ? Ou numéro 2 ou numéro 3, de ce que j'entends. Hein. Tu vois, Helmut Marko, par exemple, on aurait pu dire Ross Brown à l'époque de effectivement, Mercedes, Audi s'il construit sans lui avant, effectivement, ça va pas lui plaire. Et moi, je vois pas l'intérêt qu'Audi, en fait, aurait à arriver en Formule 1 et détruire tout ce que Sauber a fait sur ces 10 précédentes années. Moi, je pense que tu peux, en tant que Audi, grande marque, grand constructeur et gros moyen, tu peux te servir aussi de ce qu'a Sauber en Formule 1 et apporter des améliorations. Évidemment qu'il y aura des améliorations. Mais quand tu changes de dimension, est-ce que tu peux te permettre de garder l'existant ? On l'a vu dans d'autres sports où, par exemple, des nouveaux investisseurs sont arrivés, les moyens ont complètement changé, les clubs ont changé de dimension et de surface financière. C'est pas pour autant que les boards avaient été gardés. Alors, on arrête là les parallèles avec. Mais parce que souvent les investissements sont faits pour changer des choses. Là, c'est pas un investissement, c'est un rachat complet. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que Audi a choisi Sauber pour ce qu'elle est ou parce que c'était celle qui était le plus prompte à avoir un accord. Parce que ça changerait les choses. Si tu es Audi et tu te dis je rachète Sauber parce que la philosophie c'est ça, que les mecs dedans ils font ça et que du coup il y a un patron qui me ressemble, c'est différent que de racheter juste en fait la place. Tu vois, comme si tu rachetais As. Est-ce que tu rachètes une place de parking dans ta rue parce qu'il y en a qu'une, et auquel cas tu prends celle qui tombe, ou est-ce que tu prends celle qui est dans ton parking à toi, quitte à la payer plus cher parce que du coup c'est mieux pour toi.
Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'Audi a acheté Sauber par défaut ou a acheté Sauber parce qu'ils se sont dit, tiens, avec cette écurie-là, ce mode de fonctionnement, il y a quelque chose à faire. Et si c'est cette deuxième option, Frédéric Vasseur, pour moi, a sa place dans un projet aussi gros que celui que Audi. Après, on a aussi le droit de ne pas croire tous les mots de Frédéric Vasseur. Moi, j'entends son discours sur l'aspect formateur, sur l'aspect constructeur. Ça fait 30 ans aujourd'hui qu'il est dans le sport automobile, enfin même plus de 30 ans. J'entends. Maintenant, je me dis que quand tu es dans cet univers-là, forcément, il y a l'ambition quand même d'aller titiller les sommets. Et aujourd'hui, Audi t'apportera la possibilité d'aller accrocher ces sommets. Est-ce que tu penses qu'il a reçu les offres pour... C'est ça, en fait. C'est-à-dire que... Est-ce que si Ferrari l'appelle, ou l'a déjà appelé, est-ce qu'il a dit non? Ou est-ce qu'il va dire non? En fait, on ne sait pas s'il a eu les propositions pour permettre de passer ce step et du coup de ne pas avoir ce discours-là. Quand il prend Renault, il est encore dans les clous de son discours. C'est un projet à construire. 2016, c'est le début. C'est le tout début du projet. Donc, pour le moment, dans toutes ces expériences, il n'y a rien qui contredit son discours. Maintenant, est-ce qu'en interne, et du coup en off, et qu'on ne saurait pas, il n'y a pas eu des offres de team? Et ça, quelque part, j'en douterais. Parce que c'est comme les pilotes. Quand tu as l'écurie la plus performante régulière en Formule 2 et que tu sais que Frédéric Vasseur est à sa tête depuis 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas une écurie à un moment donné qui va se lancer? Alfa Romeo l'a fait. Sauber et Alfa Romeo l'ont fait. Mais quand tu vois que le gars arrive à ramener Kimi Räikkönen et Valtteri Bottas chez Alfa Romeo, tu peux te dire quand même, quand tu es dans une écurie de pointe, qu'en fait, il te serait bien utile pour gérer tes pilotes. Peut-être que ça aurait été utile à... Même ton académie, excuse-moi, je ne fais pas de parallèle avec nos précédentes émissions, mais... Ça aurait pu être utile à Mercedes pour gérer Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, ou même Nico Rosberg, il y avait Niki Lauda, remarque. Ou Alpine. À l'époque. Ou Alpine. Ou Alpine. Même s'il est parti de Renault en 2016, il y a peut-être une raison. Donc, mais... Il y a des considérations internes qu'on ne connaît pas. Mais du coup, pour le moment, dans son parcours, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire qu'il se contredit. Pour le moment, effectivement, il a fait que construire. Maintenant, il fait que construire, mais j'aimerais bien qu'il y vive dans la maison et qu'il la rende belle et qu'il la fasse gagner, la maison. Et on n'a pas encore ce projet-là. On peut aussi se dire qu'il a peut-être participé aux négociations avec Audi. C'est beaucoup de peut-être, beaucoup de points d'interrogation, bien sûr, puisqu'au moment où on l'a rencontré pour cet entretien, on rappellera qu'il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas d'accord officiel, en tout cas, avec. Il n'y avait pas aussi la connaissance du départ d'Alfa Romeo, en tout cas en externe. Après, l'expérience de Fred Vasseur en Formule 1, la catégorie Formule 1, elle est jeune, mine de rien. C'est-à-dire qu'il est arrivé en 2016, du coup, si on prend Renault, ça fait 6 ans, c'est moins que Wolf, c'est moins qu'Horner. C'est moins que Binotto, pas à ce poste-là, mais Binotto, ça fait 20 ans qu'il en est fin. Ça fera 10 ans en 2026. Mais est-ce qu'il n'est pas, tu sais, ce qu'il n'est pas de la trempe de Christian Horner quand on regarde le parcours passé, qui avait monté son écurie dans les formules de promotion, qui arrive, qui a une image aussi un petit peu différente, une incarnation aussi également un petit peu différente. Quelque part, on pourrait faire le parallèle entre Frédéric Vasseur et toute personnalité. Il aura fallu attendre 5 ans, 2005 à 2010, et un changement d'air pour que Red Bull passe de rachat de Jaguar et écurie de milieu de peloton à écurie de pointe. Aujourd'hui, plus personne ne conteste Christian Horner ni le fait que Red Bull est une écurie de pointe. Aujourd'hui, Vasseur, il arrive à peine sur ses 5 ans d'expérience et pas avec les moyens d'un Red Bull. Donc, et à l'époque, on a vu que Christian Horner, du coup, était capable de gérer une écurie, une structure qui devient performante au très très haut niveau et qui devient performante, quitte à aller jouer jusqu'au titre. Il commence avec Coulthard Clean. Ouais, c'est ça. Premier line-up, c'est ça. Non, pas Coulthard. Weber Clean. Non, Coulthard, il arrive en 2006. Coulthard d'abord, c'est le premier pilote Red Bull et ensuite c'est Weber qui prend la suite de Coulthard. On est aujourd'hui sur Max Verstappen, on a eu Ricciardo, Sébastien Vettel, voilà. Sergio Pérez. Donc, Sergio Pérez, qui est en difficulté. mais bon, c'était de la construction aussi. Si Frédéric Vasseur est conservé par Audi au moment où on arrive en 2026, peut-être que ce serait le début d'un projet typé Red Bull, comme en 2005, et qu'au bout de 5 ans, Frédéric Vasseur amène Audi au titre de champion du monde en 2031 grâce à son expérience et au fait qu'il a fait grandir le truc. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est des bâtisseurs. Des bâtisseurs, Christian Horner, Toto Wolff en sont. Frédéric Vasseur en est un maintenant. Il lui manque des éléments qui ne sont pas de son fait. Et pour juger de ça, on est obligé de le voir avec ces éléments-là. Est-ce que ce sera sa volonté? Moi, je l'espère. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas encore ces éléments pour juger. La Formule 1 est une méritocratie imparfaite et incomplète. Frédéric Vasseur mérite-t-il mieux qu'Alfa Romeo? Si on devait faire le bilan,
Oui, mais c'est pas pour autant que on le verra forcément. Je pense que le projet actuel, moi, en fait, j'aimerais le voir sur la durée dans le projet actuel jusqu'à Audi. Et jusqu'à les 2, 3, 5, 10 années Audi. Tu fais une carrière complète en fait. C'est ça en fait, oui, non mais dans l'idée c'est un peu ça. Mais en fait, Ça veut dire qu'il aurait pris l'écurie Lanterne Rouge 10e sur 10 au constructeur et qu'il l'amènera jusqu'au potentiel top 3. Je dirais pas mieux pour la win, quoi. Je dirais pas qu'il mérite pas mieux qu'Alfa Romeo, il mérite plus de moyens pour Alfa Romeo, enfin pour Sauber. Pour tout mettre en place comme il le souhaite pour voir où ça peut aller. Pour le moment, il y a trop de brides. Exactement. Voilà les amis, en tout cas pour ce grand sujet sur Frédéric Vasseur, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre le pouce en l'air si jamais tout ça vous a plu. Désolé encore une fois pour le son lors de cette interview. On travaille, les pistonnets progressent tous les jours bien sûr et c'est la petite émission qui commence à monter, voilà comme on vous le dit, dans l'univers de la Formule 1. Merci à tous les gars. On a 3 semaines de pause. Pas de quiz aujourd'hui parce qu'on est très en retard sur la mise à disposition de nos studios. On remercie d'ailleurs la régie qui a été parfaite aujourd'hui. 3 semaines de pause, les gars, c'est presque les vacances. Presque. On va travailler. Ouais. Parce qu'il il faut des ITV, donc il faut qu'on travaille des choses. Donc, là, ça y est, on n'a plus de stock. On n'a plus de stock déjà. Donc en flux tendu. On marche à flux tendu exactement du côté des pistonnets. On se retrouve dans 3 semaines, les gars. Ça sera après Singapour. On vous rappelle toujours les rendez-vous. Winamax pour l'avant Grand Prix à chaque fois pole position avec Brice, avec notre ami aussi également Lucas par les fins. Brut pour l'après-course, la libre antenne. N'hésitez pas d'ailleurs à télécharger l'appli Brut, c'est gratuit et ça nous permet de discuter avec vous, d'échanger. Franchement, je passe un super moment encore une fois. Hamza était là avec nous hier. Ouais, tu veux dire? On commentera le Grand Prix également. Et on commentera le Grand Prix. Oui, putain, pardon. Oui, tu as raison, j'allais complètement oublier. Le Grand Prix sera vivant en direct aussi également sur Winamax. On y sera avec Brice. Et puis lundi, mercredi, débrief et magazine. Profitez de ces 3 semaines sans F1. Rattrapez le retard de tous les sujets aussi également si vous n'avez pas eu le temps. On vous attend. Ça se passe sur YouTube, chaîne First Team Sport. Vous savez, la chaîne qui compte désormais plus de 100 000 abonnés. Merci les gars. On se voit très très vite dans 3 semaines. J'ai déjà hâte d'y être. Salut.